Merci Giuseppe, merci à vous, merci à Madame Carpio, merci à tout le personnel du musée Rops. C'est un plaisir pour moi de pouvoir venir partager ce beau sujet sur peut-être l'une des œuvres les plus emblématiques de l'œuvre de Rops, et nous sommes vraiment à 50 cm de l'œuvre en question. C'est le Pornocrates, évidemment. Il est connu et méconnu à la fois, puisque une des grandes questions qu'on ressasse constamment, mais qui est-elle? Pourquoi comme ça? Et donc, ce n'est justement pas du tout de cela que je vais vous parler aujourd'hui, parce que d'autres l'ont fait. Il y a notamment ce très chouette catalogue que vous connaissez certainement. Le Pornocrates a été étudié, mais vraiment dans tous les sens. Et moi, je voulais justement, peut-être pas parler d'elle, mais parler du cochon, ce qui va finir par nous parler d'elle aussi, d'une manière tout à fait manifeste. Et donc, le jour du pull de Noël. Donc, je voulais vous parler de ce Pornocrates, mais peut-être en creux, en parlant du cochon en tant que, justement, spécialiste de l'histoire de l'alimentation, et sachant aussi que le cochon a systématiquement été vu comme un miroir de l'humain. Un miroir en termes de, pas tout à fait d'animal de compagnie, quand même de miroir réfléchissant, de miroir un petit peu grossissant, d'où, en récupérant une formule mais qui trotte quand même dans notre imaginaire collectif, La Belle et la Bête. Ça fait l'effet de toute une série de contes et d'occurrences dans notre imaginaire collectif, avec toujours cette idée que derrière le masque, il y a toujours des choses plus intéressantes. Quand Carl Gustav Jung nous disait à ses patients, quand vous venez me voir, ne me parlez pas de vous, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Si vous venez me voir en tant que patient, je suis Carl Gustav Jung, c'est que vous avez une bonne raison de me voir. Donc ne me racontez pas votre vie, ce qui va, ce qui ne va pas. C'est déjà du récit. C'est déjà une mise en parole de votre récit. Parlez-moi de vos rêves. Ce sera certainement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus cru et certainement beaucoup plus authentique qu'une belle mise en récit de ce qui va et de ce qui ne va pas dans votre vie. Et donc l'idée de prendre La Belle et la Bête comme binôme dans ce cas-ci et de parler de ce cochon en ce sens qu'il nous ressemble tellement, il est tout rose, il est tout nu, il peut avoir toute une série de nos maladies et peut-être parmi vous, mais en tout cas nous connaissons toujours quelqu'un qui a peut-être déjà des greffes de cochon à l'intérieur de son corps humain, que ce soit de l'insuline, de porc, que ce soit des valves cardiaques de porc. Le porc est de plus en plus travaillé comme un réservoir à greffes pour rabibocher, rebooter des humains que nous sommes tous. Donc c'est vraiment un plaisir d'être au sein des saints vraiment du musée Rops. Merci pour votre confiance et l'invitation. Donc ça c'est le mur que vous avez juste derrière l'écran, nous y sommes, et donc ce fameux Pornocrates. Et Félicien Rops, donc vous êtes des super habitués, donc je vais aller très très vite sur le début. Je voulais simplement refaire un petit découpage de l'œuvre, reparler simplement d'un tout petit découpage de l'œuvre. Pornocrates, 1878, c'est déjà une œuvre en technique mixte assez composite, en aquarelle, pastel, roue de gouache, sur papier. On pourrait presque considérer que c'est une œuvre fragile, sur support mineur. On connaît de très beaux dessins sur papier de Léonard de Vinci, les plus grands artistes ont aussi travaillé sur papier, mais c'est, de la part de Rops, travailler sur un support tellement moins académique, tellement moins officiel, tellement plus fragile que la belle grande huile sur toile destinée à être encadrée. C'est pas un petit dessin à la sauvette rapidement fait, mais c'est un dessin qui n'a pas d'emblée la porte d'entrée officielle de la grande œuvre d'art. Il y a plusieurs noms, petits noms, surnoms à cette œuvre, le Pornocrates ou avec un K, la dame au cochon, la femme au cochon. De toute façon, même à froid et en rue, quelqu'un qui s'intéresse un tant soit peu à l'histoire de Namur, à l'histoire de Rops ou à l'histoire de l'art, situe. On parle vraiment de la même œuvre. Il n'y en a vraiment pas d'autres à avoir à ce point été typé et emblématisé. En gros, Félicien Rops, il est vraiment de Namur, graveur, peintre, illustrateur, vous le savez, élève des jésuites. Ça, il y est un peu moins revenu. Au cours de sa vie, il a un peu moins insisté là-dessus. Et en 1857, il épouse Charlotte Paulet de Favot, la fille d'une bonne famille du tribunal, de fille d'un juge du tribunal de Namur. Et finalement, Rops va toujours arriver à vivre de son art. Il a aussi un peu vécu de la dot de son épouse. Et puis finalement, vous le savez, le couple
rencontre des difficultés et lui va s'exiler jusqu'à un certain point à Paris. Je trouve ce tableau intéressant, il est connu mais il n'est pas encore surexploité, de Paul Mathey, Robes dans son atelier, jeune, plutôt joli garçon, vraiment dans un travail salissant qu'est la gravure. La gravure, c'est un merveilleux moyen de reproduction à l'époque, mais c'est dur, il faut vraiment graver, on peut se blesser avec les pointes, on peut se blesser avec les assis, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est certainement pas un peintre comme ça, qui crayonne un peu pour s'amuser, c'est quelqu'un qui entre dans la matière, vraiment, qui ne s'économise pas. Et il est, cela dit, lui aussi, d'une bonne famille, père industriel, qui déjà commercialise et produit des tissus imprimés. Donc déjà le goût pour les arts décoratifs, un peu comme Joseph Hoffmann pour le moment, il y a une très belle exposition au musée Art et Histoire à Bruxelles. Son père était aussi industriel dans des tissus, des textiles. Et donc ces artistes, c'est vraiment une époque aussi où ces artistes découvrent qu'il n'y a peut-être pas les arts, les beaux arts, peinture, architecture, sculpture, et les arts mineurs, les trucs qui amusent un peu les dames, la céramique, la broderie, la tapisserie. Non, c'est vraiment un marché, c'est vraiment un commerce, ce sont vraiment des choses importantes. Ce n'est pas mineur, il faut avancer vers un décloisonnement entre les beaux arts et les arts mineurs. Tout mérite d'être fait avec soin, avec amour, avec le même talent que peut y apporter l'artiste. Ben, c'est pas tellement comme ça, comme grand décloisonneur des arts qu'on connaît Robes. Comme ça, à froid, Robes est surtout connu pour ses images lestes, assez iconoclastes, avec un symbolisme complètement foisonnant. Et c'est vrai qu'il côtoie l'époque du symbolisme et les symbolistes, justement un peu dans l'esprit de ce que développera la psychanalyse, et Jung part du principe que le masque, la masque en grec, c'est persona. Et ça, Jung va beaucoup travailler là-dessus. Retirez votre masque, en sort dira la même chose, votre personne, votre caractère, comme en anglais, un caractère de théâtre, pour qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Mais les symbolistes fumaient, mais vraiment, toute une série de choses des plus exotiques et des plus intéressantes, et ça libérait très très fort, en effet, leur conscience dilatée, ça c'est assez clair. Je ne sais pas exactement ce que Robes fumait, peut-être rien, mais en fait il était quand même vraiment, bon, peut-être oui quand même, mais il était quand même vraiment dans cette époque aussi où on s'intéressait de plus en plus aux chauves-souris, aux libellules, aux lézards, aux araignées, parce que ces animaux n'avaient jamais eu leur chance dans les beaux-arts, ils étaient toujours relégués comme étant dangereux, sataniques, néfastes, toxiques, ce qui remonte à des phobies extrêmement anciennes dans notre histoire de l'espèce. Nos aïeux, qui se sont un peu méfiés plus que les autres des araignées et des scorpions, ont plus de descendants que ceux qui s'en sont pas assez méfiés. Donc nous descendons quand même de gens qui ont un peu trop peur plutôt que pas assez. Donc ça fait partie de la mémoire collective de l'espèce, ça c'est pas une mauvaise chose, mais c'est ce que les symbolistes vont aller rechercher au fin fond des rêves, au fin fond des délires, etc. Donc quand on voit ici la tentation de Saint-Antoine de Robes, conservée au cabinet des estampes de la Bibliothèque royale, c'est un sujet qui a été fait, refait et archi-refait, la tentation de Saint-Antoine, mais surtout, Saint-Antoine est un personnage historique. C'est un moine qui est parti vivre au désert, à l'imitation du Christ, pour justement se couper du monde. Il était ses parents l'avaient appelé Adonis. C'est gentil. Même Adonis, Antonis, Antonio, Antoine, on comprend l'idée. Donc il était un vrai Romain de l'Antiquité tardive. Il se convertit, il se rend compte que convertir la société de son temps, c'est fichu, c'est sans espoir. Donc il va préférer partir au désert, vivre en ermite pour couper avec ce monde qui est, selon lui, vraiment irrécupérable, et énormément d'autres chrétiens vont le rejoindre en disant « Ah, formidable, on adore ce que vous faites, on veut faire tout comme vous. » Il dit « Oui, mais non, j'étais venu pour être seul, en fait. » Donc, j'étais venu pour être seul, donc là, va falloir qu'on s'organise, les amis, parce que donc on va devenir des monacos. Donc un moine à monacos, c'est quelqu'un qui vit en mono, mais là, si on est plusieurs, il faut s'organiser et commencer à créer une règle. Voilà, donc ils vont devenir des réguliers, proprement dit, c'est un peu le début du monachisme. Et donc ça intéresse finalement pas grand monde dans l'histoire de Saint-Antoine. Ce qui intéresse Saint-Antoine, c'est que d'être seul au désert, coupé de toute... il n'y a pas de réseau, hein, clairement, donc coupé de toutes ces références, ben, automatiquement, la petite musique personnelle se remet en forme. On n'a plus de distraction, on n'allume plus la radio pour s'échapper à soi-même, on n'est pas sur les réseaux pour justement voir ce que font les autres, parce qu'on ne ferait rien de sa vie à soi, par exemple, etc. Et donc là, ce qui intéresse beaucoup l'iconographie dans Saint-Antoine, c'est évidemment de lui prêter tous les délires possibles et imaginables, qui en fait parlent surtout du peintre et de son époque et du client du peintre, hein, parce que Saint-Antoine n'a pas vraiment laissé sa psychanalyse sur parchemin, on ne sait pas ce que lui pensait. Et les œuvres de Saint-Antoine, les peintures de Saint-Antoine et des tentations de Saint-Antoine reviennent surtout en histoire de l'art à partir des grandes crises d'Ergot de Seigle, et ça c'est lié au brûlage de sorcières, etc.
Et donc, pardon, quand Rob s'intéresse à Saint-Antoine, il pousse assez loin quand même la rupture avec les images classiques. C'est assez délirant, ça va. Et là, Saint-Antoine est assailli, vraiment, il est terrifié et assailli par cette vision que le Christ ne serait pas le Christ. Derrière le Christ, il y a tout ce monde de tentation, de cette femme qui est déjà semi-habillée, comme Rob les aime beaucoup. Beaucoup de bleu, je reviendrai sur le bleu, des voiles vaporeux. Cette femme n'a pas absolument pas l'air de souffrir, elle a plutôt l'air de jouir. Et le Christ est, enfin je l'invente pas, hein, et le Christ est vraiment occupé à être déclassé. Le Christ en tombe de sa croix. Alors vous avez le lot d'Angelot et un cochon. Hop, ici quand même, un cochon. Vous avez vu le cochon? Elle est à froid là comme ça, je mets pas de point à la fin. Vous avez vu le cochon? Il y a un cochon. Et donc le cochon est vu là évidemment comme étant le double pré-civilisationnel, pré-culturel de l'humain. Et bon, le cochon fait dans ce cas-ci partie des risques de délire et de dérapage de Saint-Antoine. On y revient, une belle semi-habillée, complètement jubilatoire, et son cochon. Pour aller très vite dans le découpage, on a une beauté, on dirait rubénienne, en histoire de l'art. Elle ne fait ni envie ni pitié, elle est juste bien là, elle est bien plantée, et donc elle est elle-même, en fait. Elle ne se pose pas tellement de questions. Elle est, cela dit, c'est un semi-nu, comme Rob les aime, elle est élégante, elle est irréprochable, elle est raffinée, les gants noirs en soie, le chapeau noir à plumes, les bas noirs, les chaussures noires, et bien, il nous manque peut-être ce qui relie son buste à ses chaussures, mais enfin on sait tout de ses dessous, elle a comme des dessous chics, elle est particulièrement elle-même jolie femme, sur un ciel étoilé, c'est parfaitement pur, c'est parfaitement marial, justement de voir ce ciel d'une nuit sans nuages, d'une nuit sans ombre. Le bleu, beaucoup d'éléments bleus, le fond bleu du ciel, le ciel étoilé, le bleu du collier, le bleu du ruban, le bleu des jarretières. Dans ce cas-ci, elle porte juste autour de la taille une ceinture dorée et ce gros nœud qui marque justement sa taille, qui est en résonance avec le bleu du ciel. Et le bleu de ce ruban est assez vaporeux puisqu'il y a un léger souffle d'air dans ce très léger linon qui permet à ce ruban en fait de l'enlacer elle-même. Ce bleu, le blanc du ruban ressurgit à hauteur de son ventre. Le bleu, c'est de tout temps, en tout cas dans l'iconographie chrétienne, le bleu est la couleur de la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie vit dans les cieux, c'est bien connu. Et deuxièmement, parce que le bleu est, traditionnellement en histoire du costume, le bleu est une des couleurs les plus épouvantablement chères et difficiles à fixer. Alors il y a eu le pastel avec, notamment dans la région de Toulouse, qui a permis de développer le bleu, la pâte de bleu, avec les pastels, mais en gros, le bleu est une couleur particulièrement somptueuse, richissime, royale, et donc il y a ce double jeu sur le fait que dans l'histoire du costume et l'histoire de la représentation des gens habillés, c'est pas la même chose, le bleu est souvent associé à la couleur de Marie parce qu'elle est la mère de tous les chrétiens dans le ciel et que rien n'est trop beau pour habiller la Vierge, rien n'est trop beau pour habiller les petites statues de la Vierge qu'on met dans les églises, qu'on sort aux processions, etc. D'où le bleu est la couleur de Marie, et le bleu, ici encore un cas intéressant, et juste encore un détail, voilà, ça notamment, je reviendrai après un tout petit peu en arrière, ça c'est une mosaïque qui n'a strictement rien à voir avec ici, mais le fait que dans l'Antiquité romaine, les dames portaient déjà des espèces de pagnes sous la stola et des espèces de bandes qui permettaient de maintenir la poitrine en place. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler encore maintenant le soutien-gorge proprement dit, on n'a pas les matières élastiques, etc. Mais c'est déjà une façon de structurer le buste. Donc bien sûr que les Romaines ne se promenaient comme ça que dans les palestres, mais le principe de structurer le buste et d'habiller, de former en fait légèrement le corps des femmes existait déjà. Je reviens un tout petit peu en arrière pour reparler de ce bleu, parce que le bleu est aussi, là vous avez aussi ici, ça c'est pour le plaisir, ces deux petits angelots de Raphaël qui sont hyper connus, mais ce serait intéressant de les comparer avec les petits angelots de Robes. Il faut savoir que le bleu est la couleur aussi de Marie et des petites filles. Dans les layettes, maintenant on a tendance à dire que tout doit être rose pour les petites filles, le vélo, le casque, le sac à dos, la boîte à tartines et les vêtements des petites filles. Et beaucoup de mes amis me disent que c'est plutôt pas facile de trouver des effets pour petites filles qui ne soient pas roses. Mais en fait, il y a encore 100 ans, c'était exactement l'inverse, et dans certaines régions de France, c'est encore l'inverse. Le rose, c'était pour les garçons, parce que le rose, c'est du rouge atténué. Et que le rouge est la couleur des mâles, de la force, de la guerre, de la puissance, et donc le rose c'est pour les petits
bébés, mâles et petits garçons, et le bleu pâle, c'est le bleu des petites filles, à l'instar de la Vierge Marie et de la féminité en général. Donc le bleu n'est pas gratuit, c'est beau, c'est élégant, c'est même très chic sur notre pornocratesse de Rops, mais c'est loin d'être un choix gratuit. Le principe de l'œuvre, on la connaît, hein, le socle est tout à fait classique, avec des méthodes vraiment qui rappellent, il connaît ses classiques, il a quand même beaucoup étudié pour ça aussi, qui rappellent l'architecture des temples grecs. Le titre est en grec et en alphabet grec, le mot est grec, mais l'alphabet est grec, comprennent qui pourra de l'époque. A priori, les amateurs d'Europe, c'était quand même plutôt des gréco-latins qui avaient fait leurs études. Lui, il sort de chez les jésuites, hein, il est irréprochable pour ça. C'est une œuvre qu'il assume parfaitement. L'œuvre est signée et datée, donc c'est pas non plus un essai brouillon ou quelque chose qu'il aurait lâché comme ça en douce dans la presse, il assume parfaitement. Et évidemment, le substrat, la base sur laquelle tout ça peut se développer, il faut connaître ces bases et avoir des bases solides pour pouvoir avancer, développer, créer quelque chose. La base, elle est là, sculpture, musique, poésie, peinture. Donc les beaux-arts sont présents, les beaux-arts servent de base à tout le futur. Les nains posés sur les épaules de géants, c'est exactement ceci qu'il nous met en place. Mais ces beaux-arts sont boudeurs ou absents, ils ne sont pas bien frontaux, bien épanouis, ils ont l'air rabougris ou en tout cas distraits, ils sont ailleurs. Les trois angelots horrifiez-vous comparés avec ce que nous avons vu pour les anges de Raphaël, qui étaient un peu distraits, un peu joufflus, donc tous les petits poutis de la Renaissance qui évidemment s'enracinent dans les petits angelots, les petits chérubins de l'Antiquité grecque et les petits zéphyrs de l'Antiquité grecque et romaine, mais les anges existent aussi évidemment avec les chérubins et les séraphins dans l'Ancien Testament. Ici ils sont jolis, ils sont charnus, c'est des ravissants petits bébés, dotés d'ailes, mais ils ne sont pas de nouveau occupés à poser, à regarder le spectateur, ils sont quand même dans des états plus avancés apparemment de drame. Je refais un petit montage avec les trois de cette manière-ci. Et alors évidemment, la vedette, c'est le cochon, qui lui est parfaitement bien dessiné, donc sans doute qu'un vrai cochon a posé pour Hobbes, ou bien qu'en tout cas il a vraiment fait une étude, l'animal n'est pas griffonné, n'est pas caricatural, l'animal est parfaitement bien représenté. Il est tenu par un petit ruban qui n'est évidemment pas du tout assez solide et assez sérieux pour retenir la puissance d'un cochon. C'est très musclé un cochon, hein. C'est pas simplement un amas de graisse, d'autant que les cochons étaient quand même beaucoup moins des cochons d'élevage et d'industrie. Actuellement, ce qu'on fait vivre aux cochons d'élevage intensif, c'est monstrueux, c'est pas humain, sans jeu de mots. Ici, c'est un cochon qui est musclé, c'est un cochon qui a gambadé, qui vit à la ferme et qui a du muscle, quoi. Et donc, le tout petit ruban extrêmement élégant n'est évidemment pas une vraie laisse. On ne pourrait jamais retenir un cochon comme ça. Et le cochon, il a, cela dit, lui aussi, les yeux dissimulés grâce à ses grandes oreilles. Lui non plus, il ne nous regarde pas, il ne nous voit pas, nous ne voyons pas ses yeux. Et nous voyons simplement le petit détail, c'est qu'il a, on dit souvent une queue dorée, mais en fait il en a deux. Hein. Il a la vraie petite queue qui remonte, qui n'est pas forcément une queue en tire-bouchon, tant pis pour les contes de Perrault, mais la queue du cochon n'est généralement pas en tire-bouchon, et il a cette deuxième queue dorée. L'étymologie en deux mots de l'œuvre pornée, c'est du grec tout à fait classique, donc c'est quand même une œuvre pour amateurs. On peut ne pas comprendre, on peut franchement, sincèrement passer à côté, surtout à l'époque de Hobbes, quand ça n'avait pas déjà été étudié. Il faut déjà être à peu près un bon helléniste qui s'intéresse pour apprécier les détails. Pornée, c'est du grec classique qui veut dire une prostituée. Ça vient de pernenai, en grec classique aussi, qui veut dire vendre des marchandises, et dans un deuxième temps, vendre des esclaves. Et donc une prostituée est une femme qui est vendue ou qui se vend elle-même, c'est la femme objet, c'est la femme marchandise par excellence. Et le mot pornographe proprement dit est un néologisme de la deuxième partie du XVIIIe siècle en France. C'est un auteur d'écrits sur la prostitution. Donc en gros, il n'y en a pas beaucoup. Donc beaucoup d'auteurs, non mais c'est vrai, beaucoup d'auteurs qui sont considérés comme étant le 18e, très leste, assez décadent de la fin de l'Ancien Régime, pensez à Choderlos de Laclos, Marivaux, ne sont pas des pornographes. Ils sont considérés comme des auteurs un peu coquins, un peu lubriques, un peu critiques de leur société. On peut en parler énormément, mais ils ne sont pas labellisés pornographes proprement dit. Et le mot krasia, en grec classique, c'est le pouvoir, tout simplement. Donc la pornocratie, telle quelle, c'est un mot qui naît en français, un néologisme de 1823, et qui désigne le régime dans lequel les courtisanes ont une forte influence sur les hommes au pouvoir. C'est vraiment ça, le strict sens du concept, c'est pour ça qu'il a été inventé. Et Proudhon
en 1875, publie ce titre-là. Donc, Proudhon a écrit beaucoup de bêtises, il en a dit aussi beaucoup, il a terminé à peu près enfin, il a dû s'exiler, etc. Mais donc il a écrit ça, la pornocratie, le temps où les femmes des temps modernes, et donc il décrit justement comment, mais ça c'est expliqué ici dans le musée, mais notamment comment à certains moments les femmes de pouvoir, les courtisanes, pouvaient dominer des hommes décideurs d'une chose ou l'autre, et ici il parle des femmes dans les temps modernes. Donc pour vous dire, on savait que Proudhon était misogyne, mais il peut encore nous étonner. Donc il y a alors les femmes justement de la vie de Félicien Rops, les sœurs Léontine et Aurélie du Luc, elles avaient, c'est vrai, vraiment leur maison de couture. C'était des femmes fortes, c'était des femmes puissantes qui avaient leur pouvoir de créatrices de mode et leur pouvoir d'entrepreneuses, et ça marchait. Elles avaient des dizaines de gens qui travaillaient vraiment dans leur maison de couture, c'était très sérieux. Et donc c'était une entreprise à part entière où elles étaient créatrices et managers, et elles étaient véritablement entrepreneuses. Et Rops a dessiné pour elle, il a dessiné des modèles, il a dessiné des gravures de mode. Il y a une très belle collection, notamment ici dans le musée, de beaux projets pour mettre tout cela en valeur, et des robes évidemment. Vous en avez une très belle là, celle-ci, notamment j'avais eu le plaisir, grâce à, merci Thomas, de pouvoir venir participer à la mise en valeur de ces robes pour faire les photos d'inventaire. Celle-ci est absolument magnifique. Elle est noire, mais tout le dessous orange, elle est somptueux, c'est un feu absolument incroyable. En même temps, on peut laisser le jupon noir redescendre sur les dessous orange, et c'est tout de suite beaucoup plus calme, beaucoup plus simple. et il y a très peu de temps, mais avec Muriel Langlais, merci à Muriel aussi, et merci à tout le musée, j'avais participé au montage de ces robes pour le salon Antica à Namur, qui s'est tenu ici à 2 pas. Et en montant ces robes, là, on travaille avec Muriel, on s'était rendu compte que ces robes n'étaient pas faites pour des sylphides. Clairement. Donc ce sont peut-être des produits de la maison du Luc qui sont arrivés dans les collections, mais ce sont aussi très probablement des robes des sœurs du Luc qui sont restées dans les collections Rops. Et donc le mal, c'est pour ça que je reviens en arrière, mais le mal qu'on a eu pour les ajuster sur des mannequins modernes, parce que c'est des robes un peu plus tubulaires qu'ils n'y sont, parce que les sœurs n'étaient pas elles-mêmes des sylphides. Ces robes sont absolument magnifiques, mais oui, ça tombe un peu droit. Et c'est pas encore l'époque des tailles basses non plus. On est ici dans les années 1860, celle-ci est juste là dans la vitrine. Vous allez pouvoir en profiter pleinement. Mais donc voilà, ça c'est peut-être un certain idéal de femme tel que le dessine Félicien Rops. Dans la réalité, les femmes de sa vie, les femmes de sa vie et une des filles de Rops et une des femmes de sa vie non plus, mais elles s'assument, elles sont puissantes, elles n'ont pas vraiment envie de mener une vie infernale à se priver de nourriture et à vivre étouffées dans un corset. On avance, on crée, on travaille, on a du boulot, on ne veut pas passer sa vie à ressembler à ce qu'on n'est pas et à souffrir tout simplement. Donc je reviens sur celle-ci, on comprend déjà finalement qu'elle soit beaucoup plus naturelle dans ses formes que façonnée par un corset. On mettait le corset, à l'époque, on mettait le corset à des petites filles de 6-7 ans pour déjà les habituer et pour que leur morphologie grandisse dans un corset. On changeait le corset au fur et à mesure du fait que la petite fille grandissait, mais pour qu'elle s'habitue. Donc ici, non, maintenant, évidemment, le cochon, c'est lui qui nous intéresse. J'avance. Le cochon, le mot cochon, tout simplement, apparemment, ce mot apparaît en français vers le XIe siècle, et ça viendrait peut-être tout simplement de l'onomatopée, coche-coche, voilà, le grognement. Et ce mot apparaît en français, il est stigmatisé en 1278, la première trace dans un écrit français comme un jeune porc, et en 1611, il désigne un porc adulte. Et ça devient aussi, au même moment, l'adjectif pour tout ce qui est sale et un peu dégoûtant. En latin, on parlait de porcus, et ça c'est le porc domestique. Pour les mâles, les veres, dont nous avons encore les veras. Pour les femelles, les scrofa ou les porca. Et une autre racine archaïque en probablement des langues indo-européennes, c'est le sus, pour parler du porc adulte, d'où tout le monde est suidé. En irlandais, vous avez encore zwein, etc. Et une cochonnerie, à la fin du XVIIe siècle, c'est un élevage de porcs. C'est simplement, on a les écuries et on a les cochonneries. Et puis au XIXe siècle, cochonnerie devient l'idée d'une petite chose sale. Ah, mais c'est quoi cette cochonnerie? Ou bien, paradoxalement, d'une petite gourmandise. Oh, je vous ai apporté des petites cochonneries au chocolat, vous allez adorer, etc. Alors, cela dit, alors ça c'est très drôle, c'est une photo que j'ai prise en vacances en Suisse.
Donc on se promène en montagne, c'est gai, on respire, il fait beau, ça sent la pierre chaude, ça sent la prairie, ça sent les animaux, ça sent les fleurs, etc. Et puis tout d'un coup, au détour d'un chemin, une odeur, c'est bizarre. C'était très différent. Et on ne s'attend pas à trouver des élevages de cochons en pleine montagne en Suisse, mais franchement, l'odeur les avait précédé la vue. Il y a vraiment une odeur assez identique. Et en montagne, ça surprend, quoi. D'où l'expression, quand même, avoir gardé les cochons ensemble, c'est toujours une idée de familiarité, mais voilà, il ne faut peut-être pas insister quand on est devant des gens, quoi, voilà. Et alors, justement, le fait que le cochon est omniprésent dans notre imaginaire collectif, en anglais, ça se remarque encore très fort. Quand vous avez un cochon vivant dans une prairie, on parlera d'un pig, parce que ça, c'est une survivance des langues anglo-saxonnes, mais une fois qu'il est cuisiné, on parlera de pork à table, parce que là, le cochon cuisiné, c'est un cochon qui entre dans le vocabulaire, en fait, anglo-normand des conquérants qui parlaient le patois normand de la Normandie. Donc ça, c'est suite à Guillaume le Conquérant, et la cour anglaise est restée francophone, enfin, elle parlait anglo-normand, certainement jusqu'au XIVe, XVe siècle. Bon, alors ça, c'est pour le gag, mais un porcus marinus, c'est un marsouin. Donc après, tout ce qui est un peu gros, informe, etc., c'est d'office un cochon, et après, on ajoute quelques subtilités. Et alors, le sanglier, c'est le cochon sauvage pour nous, ça vient en fait du latin porcus singularis, le porc, mais qui vit seul, qui vit en singulier, qui vit en solo. Voilà. Voilà l'évolution du mot. C'est d'abord un qualificatif du cochon. Alors évidemment, le cochon est omniprésent même dans les beaux-arts. Wim Delvoye, quand il montre ses ravissants petits cochons en gros coussin finalement au musée des beaux-arts, il a quand même, pour montrer des cochons, et Wim Delvoye s'est bien spécialisé en cochons, il a tatoué des cochons, il a, voilà, etc. Il a son expo aux beaux-arts. Ça c'est pas donné à tout le monde. Ça c'est une amie qui m'a ramené ça de Roumanie. Donc c'est un food truck, bon ça c'est un peu sur un parking abandonné, mais donc voilà, ça a l'avantage d'être extrêmement explicite. Cela dit, le cochon est actuellement la viande la plus consommée au monde en kilos. Parce que par tête d'animal, c'est le poulet, et le cochon est consommé à peu près partout en Asie et en Chine. Il y a des critères, en Asie et en Chine, ça fait de vrais critères de différence pour les musulmans. Il y a beaucoup de Chinois musulmans qui ont les pires problèmes à faire accepter et qui ne mangent pas de cochon, par exemple. Alors, dans l'idée que tout est bon dans le cochon, c'est vraiment des petites choses qui trottent comme ça dans notre imaginaire collectif, et c'est vrai, le cochon est hyper valorisé, on mange tout sauf les dents. Donc ça, on en fait des décorations. Donc on peut manger les oreilles, jusqu'aux oreilles du cochon, on peut manger les pieds du cochon, on peut manger même le gras du cochon retravaillé en graton lyonnais, c'est incroyable. Et du coup, cette idée, évidemment, du cochon tirelire, le cochon, il se nourrit de tout. C'est les boueurs municipaux numéro 1 pendant des siècles et des siècles. Il va à la glandée, dans les prés communaux, il va en forêt, il nettoie les déchets de récolte, etc. Le cochon n'a jamais rien coûté. Il se nourrit de mille et une petites choses. Et puis un jour, c'est le tour du cochon de nourrir la famille. Donc c'est le cochon, c'est vraiment une accumulation de petites richesses. Vraisemblablement, le cochon est domestiqué en Mésopotamie et un autre foyer domestiqué en Chine dès le 8e millénaire avant notre ère. Donc très vite, nos aïeux ont vite compris les avantages du cochon. Et en Thrace, donc l'équivalent de la Bulgarie si vous voulez, on trouve les premières traces de cochons engraissés aux figues, parce que les figues ça pousse partout dans la Méditerranée, c'est vraiment pas cher, et on le gavait comme ça, et donc le foie aromatisé du cochon est extrêmement réputé. Entre-temps, on est plutôt passé vers les foies de volaille engraissés, mais on a continué. Le mot foie vient de figue, sans jeu de mots. Ficatum, ça veut dire figuer. Donc le vrai mot foie, c'est épar, en grec et en latin. Donc voilà, des préparations de cochon. On en a qui laissent énormément de témoignages ici sur un vase à propos d'une tête de cochon qui va être sacrifiée. La Sicile était considérée comme l'île consacrée à Déméter parce qu'on exportait des cochons de Sicile qui venaient revaloriser, revivifier les races de cochons domestiques. Et dans les thesmophories, les fêtes à Rome, les fêtes de la bonne déesse, la bonne Dea, c'était une fête assez archaïque, une fête nocturne des matrones et des vestales qui se tenait la nuit du 3 au 4 décembre. Je suis désolée, on est le 15. Donc voilà, un peu de choses près. Mais notez pour l'année prochaine. Vous notez pour l'année prochaine. Et donc, on sacrifiait une truie pleine en l'honneur de Déméter pour obtenir de nouveau une meilleure fécondité. Donc, on faisait porter à la truie pleine la valeur exorcistique, en fait, de la crainte que les humains ont, en effet, de manquer de fécondité, de manquer de prospérité. À Rome, il n'y avait aucun interdit ni aucun tabou sur le cochon, au point que Pline reconnaissait que c'est le seul animal qui est élevé pour être consommé. Et donc, il y avait, selon Pline, 50 saveurs de cochon différentes, 50 nuances de cochon.
mais pas de recettes. Il y avait des milliers de recettes, mais 50 nuances selon la race, l'élevage, l'âge, ce qu'on lui avait donné, etc. Rien que la viande avant qu'elle ne soit cuisinée. Et il y a une petite fable de Plaute aussi, Plaute qui a écrit beaucoup de comédies à l'époque, qui dit que le cochon a quand même une revanche à prendre sur la chèvre et le mouton, parce que lui, la chèvre et le mouton, quand ils voient arriver un humain, quand ils voient arriver des ciseaux, ils savent que c'est peut-être dangereux, mais généralement c'est pour leur laine, alors que le cochon, il ne voit arriver l'humain qu'une seule fois avec un couteau, mais c'est la dernière aussi. Et ça, c'est dans Claude. Donc voilà des scènes de boucherie, comme ici ce bas-relief avec des têtes de cochon, etc. La fable d'Ésope, le porc crie quand on l'approche, parce que lui, il n'a que sa viande à donner, ça a été repris par Claude, c'est la même idée. Oh, ça c'est une erreur. Voilà. Et donc dans le Nouveau Testament, en gros, dans l'Eucharistie, c'est déjà une sublimation d'un sacrifice animal. L'Eucharistie, en fait, on dit la dernière scène de Jésus, mais non, la scène c'est un mot latin. Lui, il a fait, en tant que bon juif, il était assez rituel, assez novateur sur les principes, mais très rituel. Il a fait son dernier Seder de Pessah, son dernier repas de Pâques. Et donc l'Eucharistie, c'est déjà la symbolisation d'un ancien rituel où on tuait vraiment un agneau, vers juste un peu de pain et un peu de vin. C'est une sublimation. Et avant ce sacrifice d'agneau, on sacrifiait vraiment des humains, puisque Isaac lui-même n'a pas été sacrifié, et on a simplement sacrifié un agneau à sa place. Mais donc les cochons, il n'y a plus de sacrifices animaux, on est clair, on est d'accord, plus de sacrifices humains du tout, mais en gros les cochons sont quand même pas follement bien vus. Jésus transforme des démons en pourceaux, nous dit Matthieu, toujours dans Matthieu, jeter des perles aux pourceaux, ça veut vraiment dire se dilapider, gaspiller ses biens spirituels, et pourceaux ne peuvent pas apprécier. Et on a encore, ici j'ai pris un vitrail de Chartres, le fils prodigue, gardien de cochons avant de faire son déclic et de revenir en grâce auprès de son père. Donc l'idée c'est qu'il ne pouvait pas tomber plus bas dans le déshonneur et dans le manque d'estime de soi. Il a fallu qu'il racle vraiment le fond de la porcherie pour se rendre compte, après tout, il est un humain et qu'il le remonte. Et donc le cochon est généralement cité comme présent en Israël à l'époque, mais plutôt aux limites des communautés juives, et c'est plutôt un objet de mépris et de rejet, nous dit le Nouveau Testament. Donc il est interdit, la consommation de porc est interdite dans le judaïsme parce qu'en vertu de la cacheroute, il a le sabot fendu, oui, mais il ne rumine pas, donc c'est ennuyeux. En islam, pour la même raison. Et alors il est encore interdit dans l'église orthodoxe éthiopienne, qui est une église très vivante, mais qui se référence vraiment à l'Ancien Testament pour ce genre de détails-là. Et alors dans l'église congolaise kibanguiste, on n'a pas bien compris, c'est sans doute une église sectaire, hein, c'est sans doute un rejet de la colonisation. En gros, au Moyen-Âge, le renouveau du christianisme, ce qu'apporte de vraiment nouveau le christianisme, parce qu'il n'y a plus de sacrifice. D'une part, il n'y a plus d'interdit alimentaire pour bien se séparer justement de la charia, non, charia n'en parlons pas ici, mais de la cacheroute et de la Mishnah. Sauf évidemment, mais les premiers pères de l'Église doivent établir un mode de fonctionnement pour les premiers chrétiens, parce que c'est pas du tout présent dans le Nouveau Testament, et ils vont dire que tous les chrétiens peuvent manger de tout, sauf les animaux qui ont été sacrifiés à des dieux païens. Parce que là, quelque part, ce serait reconnaître les sacrifices à des dieux païens. Mais finalement, on mange des animaux qui ont été sacrifiés à des dieux qui finalement n'existent pas. Finalement, la question n'a plus lieu d'être, donc la viande redevient consommable. Et donc justement, c'est vraiment un des grands soucis des premiers pères et des premiers ordonnateurs de l'Église des premiers temps de la chrétienté, de lever tous ces interdits pour bien trancher et bien se démarquer des Juifs. Mais il y a quand même un élément qui va rester extrêmement déterminant, c'est que la goinfrerie est considérée comme un péché contre le corps. Or, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, le corps humain est fait à l'image de Dieu. Donc le strict minimum qu'on attend des humains est d'être à la hauteur de la dignité et de la noblesse que le Seigneur a mis dans le corps de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'en tant que médiéviste, ça me fait hurler quand on dit « Oh, le Moyen-Âge, c'était quand même crasseux ». Non, justement. Au Moyen-Âge, on se lavait énormément parce qu'on avait ce culte de la propreté, justement. Et donc la graisse, c'est la trace visible du péché, c'est la trace visible d'avoir cédé à ses instincts les plus bas, en fait, finalement, et ça alourdit le corps, et quelque part, ça alourdit l'âme d'être gras. Et ça a notamment été théorisé par Thomas d'Aquin, qui était obèse, mais ça, il n'insistait pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il ne postait pas toutes ses photos sur Insta non plus. Il diffusait ses textes. Et donc, le principe notamment des jeûnes et des pratiques des régulations alimentaires au Moyen-Âge, c'était que par les pratiques d'abstinence et le choix des aliments,
on arrive petit à petit à avoir une nourriture plus digne d'être soi-même un digne fils ou une digne fille, un digne enfant du Seigneur. Et donc, petit à petit, certains produits et certaines viandes animales vont être rejetées. Mais notamment parce que, donc, l'abstinence totale, c'est surtout le végétarisme, surtout le carême, pas de viande, parce que la viande, c'est considéré comme échauffant. Et c'est vrai, c'est tonique, hein, c'est plein de protéines, tout simplement. Mais en plus, la viande ne s'obtient pas en se cueillant légèrement, distraitement, plein de poésie sur les arbres. Il faut vraiment tuer, il y a vraiment du sang, il y a vraiment des cris, et le refus de la violence qu'on a dans le monde chrétien, le refus du sang, le refus de la brutalité, le refus de tuer d'autres créatures du Seigneur, passe notamment par le refus de la viande. Et donc, par exemple, je reviens sur un détail, mais le lard pouvait être proscrit notamment pendant les périodes de jeûne et de carême, parce que c'est et gras et animal, mais on se rend compte que c'est très bien quand on parle du bassin méditerranéen, où on a quantité d'autres substituts. Or, le carême, que ce soit le petit carême de Noël, nous sommes en plein dans l'Avent pour le moment, ou le carême qui précède Pâques, ce sont toujours des moments de soudure difficiles, et dans nos régions un peu plus septentrionales, les gens ont faim, tout simplement. Et donc, par exemple, au concile d'Aix-la-Chapelle en 816, on est en pleine époque carolingienne, il est considéré qu'on ne peut pas non plus faire mourir les gens de faim, par respect pour le carême. Le saindoux, c'est de l'huile de cochon, c'est pas du lard, nuance. Et donc, on parle... C'est subtil, mais ça marche. Et donc, on parlera pour le saindoux d'oleum lardinum, de l'huile de lard. Et donc, là, ça redevient autorisé, parce qu'on n'a évidemment pas la bonne huile d'olive de première pression à froid. Ça, c'est un bluff qui date des années 70, un maximum. Donc, j'ai encore trouvé ça à Londres, en fait, à Borough Market, du côté de Southwark, des petits pâtés de viande typiquement britannique, mais ça c'est vraiment de la cuisine médiévale telle qu'elle nous est arrivée sans toutes ces transformations de la gastronomie française. Et donc ces petits pâtés, évidemment on utilise de tout, et pour bien figer le tout, c'est généralement au saindoux qu'on fige la viande hachée à l'intérieur. Je voudrais vous parler d'un cas assez intéressant d'hominisation du cochon, la truie de falaise que vous connaissez peut-être. Il y a un très beau livre de Michel Pastoureau qui est paru à ce propos-là. À Paris, le 13 octobre 1131, une truie déboule comme ça, mais les truies vivaient dans les rues, elles nettoyaient les rues, enfin les cochons vivaient dans les villages, dans les villes aussi. Une truie déboule entre deux maisons et elle se jette dans les pas, dans les pieds du cheval de Philippe, le fils de Louis VII le Gros, donc le futur roi. Et donc le prince tombe de son cheval, le cheval a les jambes cassées et le roi en meurt. Et donc cette truie va être évidemment prise pour un régicide. En fait, on avait enfin un héritier. Elle a tué le futur... Non, mais c'est assez touchant. Elle a tué le prince qui allait devenir roi. Et donc, cette truie va être chargée d'une personnalité juridique. Elle va recevoir un procès en bonne et due forme. Pour assister dignement à son procès, on va l'habiller, parce qu'elle ne peut pas arriver toute nue non plus, ça se fait pas. Il y a des juges, il y a des gens. Elle va avoir droit à un procès vraiment très, très solide. Voilà le livre de Pastoureau, le roi tué par un cochon. Les représentations très plus tardives ici, mais de ce fait-là. Et donc la truie, on va lui demander d'expliquer pourquoi elle a fait ça, parce qu'elle a quand même tué un prince futur régent, et la truie n'a pas répondu. Elle a fait comme ça, voilà. C'est bien la preuve qu'elle n'était pas très à l'aise avec sa conscience, sinon elle aurait parlé. Sinon elle aurait expliqué s'il était payé notamment par ces satanés anglais pour tuer un prince royal. Et donc ça a l'air, c'est un livre entier de Pastoureau qui est tout à fait intéressant. Et donc ça a l'air comme ça assez décalé pour nous, mais ça vous donne une idée. On parle de maintenant, nous serions dans une civilisation de l'image, mais au Moyen-Âge encore plus. Et donc on avait tellement hominisé cette truie qu'on lui a fait un vrai procès, et comme elle a refusé de défendre sa cause, de s'expliquer, elle était ouvertement de mauvaise foi, et donc elle a été décapitée, en fait, tout simplement, parce qu'elle était criminelle. La Renaissance avance un tout petit peu, mais pour vous présenter ici donc un porcher et son troupeau, c'est vrai que les cochons vivent encore toujours aux limites des villes, à la glandée. Donc c'est une viande rose, c'est même une viande rouge à l'époque le cochon, parce que le cochon est considéré comme une viande quasi maigre. Le cochon a naturellement tendance à s'enrichir, mais c'est une viande maigre qui galope, qui est pas du tout une viande grasse et malsaine comme on peut parfois la rencontrer. Alors c'est toujours en novembre que le cochon y passe, tout simplement, parce qu'il s'est nourri gratuitement pendant toute l'année, enfin pendant les 8-9 mois où c'était facile, et en novembre il faudrait commencer à nourrir le cochon soi-même. Non, zut, donc c'est le cochon qui passe automatiquement. Et donc, notamment, depuis ce drame de la mort du prince Philippe,
Dorénavant, dans les rues, les cochons doivent porter des clochettes si jamais on peut continuer à avoir des cochons en ville. Et c'est l'agent nettoyeur, évidemment, total, quoi. Donc voilà, c'est toujours dans les calendriers, dans les livres d'heures, toujours au mois de novembre et de décembre qu'on parle des cochons. Alors des scènes d'abattage de cochons, on en a énormément, toujours corrélées à des scènes de vendange ou des scènes de dénombrement de Bethléem, etc. Une fois que vous allez revoir tous ces tableaux, vous dites mais oui, bien sûr qu'on les connaît. Et donc le cochon ici, dans cette œuvre du combat entre Carnaval et Carême, on voit ce gros personnage ici un peu bedonnant, un peu rougeau, qui lui-même a sur sa lance de preux tournoyeur, de preux chevalier, une tête de cochon. Donc des scènes de cochons, on en a énormément dans notre histoire de l'art. Même Arcimboldo s'amuse avec ses deux petits porcelets. Et si on retourne l'œuvre, ça peut donner l'idée d'un mercenaire avec son casque. Mais évidemment, Arcimboldo s'est amusé à faire deux petits porcelets avec une petite tranche de citron. C'est omniprésent en histoire de l'art. Et alors justement avec la Renaissance, c'est la naissance aussi de ce plat-là. Par exemple, si vous êtes allé au Portugal, c'est très bon. C'est du porc aux palourdes, qu'on appelle au Portugal la carne à lentejanha. En fait, ça, c'est un plat qui associe du porc et des palourdes. C'est un plat qui a été créé typiquement après la reconquête par les chrétiens de l'Espagne et du Portugal. Après avoir éliminé la présence juive et la présence arabe, tout simplement. Alors, il y a le problème des maranes. Les maranes, ce sont les juifs. Marane, en portugais, veut dire cochon, donc c'est pas gentil. Traiter les juifs de maranes, des gens comme Baruch Spinoza, qui est quand même pas le quart d'un illustre inconnu, faisait partie de ces Portugais qui ont dû immigrer notamment aux Pays-Bas, parce que là, il y avait beaucoup plus d'ouverture religieuse. Et donc, les Portugais, les Espagnols qui sont restés sur place, dont certains étaient des convertis, ont un peu surjoué leur conversion en cuisinant dans le même plat deux interdits. Les coquillages interdits par les juifs, dans le régime juif, et le cochon interdit autant pour les musulmans que pour les juifs. Donc ça, c'est un plat ultra militant du genre on est de vrais très très bons chrétiens. Donc la porcelaine, ça vient aussi du cochon. La porcellana, quand on y pense à porcelaine, porcellana, ça veut dire petite cochonne. Mais si, c'est vrai. La porcelaine, donc c'est un mot qui est attesté en français depuis 1298, et surtout depuis le XIVe siècle. Et porcellana, c'est une porcelette, une petite cochonne. Et donc c'est un alchimiste des Médicis. Il y avait des alchimistes au XVIIe, XVIIIe, même avant le XVIe, qui essayaient de reproduire les grès porcelaineux qui venaient de Chine et du Japon. Évidemment, autant les Chinois que les Japonais se sont bien gardés de donner le secret de ces grès porcelaineux à ces gros pifs, hein, en gros, que étaient les Européens à leurs yeux. Et donc, des alchimistes à l'époque, c'était des chimistes, ont tenté de recréer ça. Notamment, il y a eu des tentatives dans la porcelainerie de la Casa San Marco à Florence, un chimiste payé par les Médicis, parce que ça, c'est un vrai coquillage qu'on appelle une porcelaine. D'accord? Et on appelle ça une porcelaine, on en trouve sur les plages, dans les cadeaux, dans les magasins de souvenirs, parce que les Romains appelaient déjà ça une porcelaine, parce que la découpe de ce coquillage et le côté délicieusement nacré de ce coquillage rappelait pour les Romains, qui, je le rappelle, n'avaient aucun tabou sur le cochon, le côté délicieusement délicat et fragile et nacré de la vulve d'une petite truie. Et du coup, cet effet, c'est le mot, hein, et du coup, cet effet nacré et opalescent va être récupéré par les porcelainiers, par les céramistes, pour essayer de retrouver cet effet blanchâtre, nacré et très délicat de la porcelaine, qui fait la grande différence avec la céramique. D'accord? Alors bon, voilà, il faudra 10 ans de recherche pour arriver à faire en tout et pour tout de la porcelaine tendre, mais enfin, ils y sont arrivés. Ils sont arrivés à faire les premiers débuts de porcelaine occidentale sans avoir les secrets du kaolin, parce que c'est ça, en gros, qui fait la différence. Alors, un tout petit mot sur les gourmandises de Saint-Martin, parce que c'était quand même très, très peu de temps. Saint-Martin, c'est généralement le début de la mise à mort du cochon, parce que il y a même des édits communaux dans nos régions, parce que le cochon, il est à l'optimum de sa croissance vers le 11 novembre, ça c'est vrai. Il a été assez facile à nourrir jusqu'à cette date-là, avec les déchets de rue, les déchets de récolte, etc. Il a bien nettoyé les rues, on est content. Et puis avant le 11 novembre, on ne peut pas le tuer parce qu'il pourrait encore grossir, c'est trop dommage. Et en plus, sa conservation est un peu risquée, les insectes, la chaleur, etc. Et cela dit, il faut l'avoir abattu, si possible, à la veille de Noël. Parce que il faudra avoir terminé de manger ce cochon avant le carême de Pâques, qui dure quand même là 48 jours. Et cela dit, après, c'est quand même moins appétissant, parce qu'on a de nouvelles petites vies dans les basses-cours, on a de nouvelles petites vies dans les forêts, donc
terminer le cochon de l'automne dernier, c'est moins amusant, quoi. Voilà, tout simplement. Du coup, les parties très fragiles du cochon sont toujours consommées tout de suite, parce qu'on peut ni les fumer, ni les saler, ni les cuisiner, ni les mettre en pot, etc. Et ça donne toutes nos cochonneries, nos cochonailles de Saint-Martin ou de Noël, telles que les boudins, etc. C'est typique le boudin au chou et à la compote de pommes de la Saint-Martin. Bon, des recettes, ça je vous en passe, il y en a un tant et plus. Et là, ça ne s'invente pas, mais en Suisse, dans le Jura, il y a une ville qui s'appelle Porrentruy. Eux n'ont pas fait exprès. Mais donc le 11 novembre, et puis maintenant, ça a été déplacé au deuxième dimanche après la Toussaint pour que toute la communauté villageoise puisse en profiter. C'est dans le Jura suisse. On fait la fête la fin des travaux agricoles, comme souvent le 11 novembre, la fin des baux fermiers, etc. C'est l'occasion de régler toutes ces dettes. On ne peut plus rien récolter. En gros, ce qui n'a pas été récolté est fini. Et c'est l'occasion de faire un banquet du cochon avec plusieurs jours de festivités. Je dis pas que c'est fin comme humour, hein, mais c'est vraiment la fête du cochon. C'est vraiment la célébration du cochon sous toutes ses formes. Voilà. Et voilà, et ça, nous en avons encore des réminiscences avec nos petits cochons de Noël, nos petits cochons de Saint-Nicolas, gage de prospérité, quand même. Et cela dit, le cochon est très fort remis en valeur aussi maintenant. Vous avez des livres extrêmement développés, faits par de grands cuisiniers, avec mille et une façons de cuisiner les queues de cochon, les oreilles de cochon, les joues braisées de cochon. C'est pas les recettes traditionnelles venues du fond des âges, mais c'est la même chose revisitée, un peu repimpée par des grands chefs. Mais en fait, en gros, c'est la même chose. Un groin aux lentilles, mais voilà. Le truc, ça coûte pas cher, il faut juste trouver les bons produits. Et actuellement, c'est pas en barquette de polystyrène sous vide qu'on trouve ça dans les grandes surfaces, il faut retourner chez son boucher, quoi. Et alors justement, le côté du cochon tellement humain, le double humain, c'est qu'il est omnivore, comme les humains, il est intelligent comme tout. On sait que les cochons sont capables de jouer, de mentir, de voler, de faire semblant, de faire croire des histoires à leurs congénères et même aux humains, donc c'est très très humain tout ça. Et ils ont au moins 95% de gènes en commun avec l'humain. Et les chimpanzés, c'est 96-97, pour vous donner une idée. Donc, je reviens sur la belle et la bête. Le cochon a toujours été vu comme, finalement, le fort intérieur aussi de l'homme. Quand Circé, la magicienne, reçoit sur son île Ulysse et ses compagnons, à un moment, ils sont tellement heureux, ils touchent terre, les filles sont belles, le climat est bon, le vin est formidable. Eh bien, voilà, ils vont se laisser aller, ils vont céder, ils vont craquer, le vernis culturel va céder, et Circé va dire, je vois, vous êtes des cochons. Alors le récit nous dit qu'elle les transforme en cochons, mais elle n'a pas dû faire un grand acte de magie très sophistiqué pour parler de cochons. On le retrouve plus tard dans cette œuvre de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices. Franchement, c'est connu. Vous avez vu en bas à droite, donc tout va bien. C'est le Jardin des Délices. Si n'avait jamais eu lieu le péché originel, tout continuerait à aller comme ça, de manière merveilleusement belle, simple. Les gens sont gentils entre eux, tout est disponible. Et là, en bas à droite, on a quand même une religieuse qui agresse ouvertement un pauvre humain sans défense. Un pauvre homme sans défense. Du coup, mais c'est vrai que les cochons ont fait énormément partie de shows de cirque, de numéros de cochons savants, etc. Barnum, c'est quand même un grand cirque, où ils avaient des monstres humains, mais ils avaient notamment des cochons savants qui savent jouer de la musique, qui savent calculer. Le cochon est profondément intelligent, ça je maintiens. Et donc c'est vrai que maintenant, mais j'en parlais, nous prélevons sur des cochons de l'insuline, des valves cardiaques, et on a de plus en plus de porcs modifiés génétiquement pour donner de plus en plus d'organes pour des greffes humaines. Ça se fait dans des laboratoires. Les cochons n'ont pas signé un acte de consentement, donc on les manipule quand même ouvertement, et on en fait des réservoirs à pièces détachées pour des humains. Et alors, évidemment, le cochon, puisqu'il y a aussi cette idée d'essayer ce que d'autres n'avaient pas encore fait jusqu'à présent. J'expliquais que le cochon vivait dans les familles et vivait dans les rues, etc. Mais ça c'est un animal domestique. On est d'accord, c'est pas un cochon d'élevage, je vous passe les images les plus atroces. C'est pas un cochon d'élevage, c'est un cochon truffier. Et il y a un rapport de confiance, il y a toute une éducation qui a été faite avec ce cochon pour qu'il sache ce qu'on attend de lui. Et c'est vrai qu'ils ont un instinct et un odorat particulièrement développé. Ça, c'est un cochon truffier, mais ça, c'est un animal de compagnie. Franchement. Alors, il n'y a pas encore de législation pour ces nouveaux animaux de compagnie, mais la question se pose. Et donc, l'animal de compagnie a souvent été vu comme un miroir de l'humain. Je reviens sur une autre tentation de Saint-Antoine. Je crois que cette fois-ci, on ne peut absolument pas louper le cochon avec sa clochette. Hein, clairement. Et donc Saint-Antoine au désert est assailli
par les visions, on dit que Bosch a, ici c'est Peter Heuss, mais enfin c'est le même esprit, a un peu préfiguré Salvador Dali, c'est-à-dire que Dali aussi faisait le même travail d'étude de l'inconscient, etc. Et ici c'est un cochon qui appartient à Saint-Antoine, donc il révèle un peu que Saint-Antoine, bon, quand on voit une ravissante petite jeune fille comme ça, elle est ravissante, puis on voit que, ben oui, évidemment, ça n'a qu'un temps, quoi. Donc il ne faudrait pas se laisser aller par les illusions que nous offre la vie terrestre, il faut se concentrer sur la spiritualité qui, elle, est beaucoup plus durable et qui, elle, nous mènera beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que l'ordre des Antonins, en ville, pouvait entretenir des cochons comme animal vivrier, etc. Uniquement en ville. Et quand on voit ceci, l'allégorie du goût de Jan Bruegel Ier, on a ici l'allégorie du goût qui va goûter tous ces mets les plus somptueux. On peut faire 1 heure d'étude rien que sur ce tableau. Le vin lui est servi par un satyre. On sent que c'est la pente un peu glissante. Ici, vous avez un intérieur de cuisine. Ici, vous avez un tableau du père Bruegel, Peter Bruegel, la cuisine des gras. Et ici, un lavage des pieds par Marie-Madeleine du Christ. Ici, une Marie qui peut être prise pour une cybèle en même temps avec une guirlande de fleurs. Et ici, de nouveau, vous avez une hure de sanglier. Mais c'est pas tellement là-dessus que je voulais attirer votre attention, c'est sur ce petit singe ici. C'est proprement dit un petit marmouset, un petit ouistiti. Et donc c'est l'animal de compagnie qu'on a au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ça c'est un vrai ouistiti, donc c'est quand même hyper... c'est quand même hyper ressemblant. Et donc ces petits animaux de compagnie sont toujours vus comme étant notre miroir, c'est l'humain d'avant les codes de la civilisation. C'est toujours bien pour se rappeler que oui, enfin, on n'est jamais très loin de basculer. On dit en yoga que quand on est en pleine méditation, qu'on a envie de se gratter, on dit, ah, ensuite, c'est le singe qui se réveille en moi pour justement me sortir de ma méditation. Et donc c'est vrai, c'est ce côté humain basique finalement qui se réveille. Donc ici, je vous remets la composition, et puis le cochon et tous les interdits dont il est chargé. On l'a incriminé de tout, hein, de véhiculer la lèpre. C'est pas vrai, on confondait la lèpre et le ténia quand on reprochait ça au cochon, mais on sait que si la cuisson est suffisante, le cochon ne véhicule pas le ténia. On a aussi parlé des interdits liés à la graisse du cochon qui peut très vite mal tourner, devenir très malsaine et très puante. Non, parce que dans le cochon ancien, c'était une viande rouge et plutôt maigre, donc c'est pas ça qui justifie la répugnance et les interdits religieux sur le cochon. Et la graisse animale, de tout temps, jusqu'à en gros, la veille de la société de consommation, la graisse animale était considérée comme un bon moyen de se recharger en énergie. Maintenant, on dit « Ah, mon Dieu, du gras !» Mais il n'y a pas si longtemps, une bonne viande grasse était le signe que l'animal était en bonne santé et que si la graisse était bien blanche, c'était un marqueur de fraîcheur. Donc c'était important d'avoir justement de la graisse dans la viande pour se nourrir et pour identifier, authentifier la viande qu'on achetait. Alors, les risques sanitaires en pays chauds sur les interdits, oui et non, parce que il y a d'autres pays chauds où on consomme du cochon à toutes les sauces et de toutes les préparations, donc c'est pas non plus ça qui fait que le cochon serait interdit pour des systèmes entiers de pensée et de croyances. Non, vraisemblablement, si le cochon, dans certains systèmes de pensée, ou pour certaines personnes qui ont une phobie du cochon, et c'est respectable si ça les touche de près, c'est le fait que le cochon nous ressemble trop. Et donc ce serait presque une espèce d'anthropophagie de manger du cochon, tellement il est familier et il a un côté qui nous parle trop de nous finalement. Et donc je reviens sur La Belle et la Bête. Ah zut. Donc voilà, Félicien Rops a écrit une très très belle lettre sur cette œuvre. Il écrit à Alice en disant dans quelles circonstances il a fait ce dessin-là. Il dit dans un appartement surchauffé où l'odeur d'Opoponax commençait vraiment à lui monter à la tête. Et l'Opoponax, c'est en fait une plante, là j'ai trouvé une photo. D'Opos et Panax, c'est un jus qui guérit tout, c'est une plante qui était considérée au Moyen-Âge, mais dans l'Antiquité, comme une plante relaxante et stimulante qu'on utilisait contre la migraine, une plante odoriférante. Ici, dans l'appartement où travaille Rob, c'est une plante évidemment d'appartement, mais donc c'est une plante qui agit quand même, qui agit sur le mental, et donc ça l'a peut-être libéré aussi. Et quand il peint cette femme avec les yeux bandés, ça nous fait, nous, évidemment, appel à toutes ces représentations de ces femmes aux yeux bandés dans la justice. Ici, j'ai pris un beau cas, parce que c'est pas un des tableaux les plus connus à Kassel au Musée des Flandres, mais la justice, avec les yeux bandés, s'en trouve formidablement bien. Maintenant, ici, dans cette œuvre-ci, avec ce cochon, je suis un peu long, je termine, avec ce cochon à la queue dorée, qui incarne évidemment dans notre imaginaire collectif le lucre, la luxure, qui pilote la femme elle-même complètement aveuglée par le bandeau qu'elle a sur les yeux, mais on peut aussi se demander si c'est pas justement le cochon qui incarne l'homme, dans ce cas-ci, bestial et stupide, qui est mené en laisse comme un toutou
par la femme. J'ai montré évidemment que la laisse ne suffisait pas, donc, parce qu'il y est allé, hein, Europe, vraiment sur des femmes qui sont belles et puissantes et qui manipulent des pantins, que sont ces pauvres hommes qui les entretiennent ou qui les subissent. Cela dit, et je termine là-dessus, dans le sens de lecture habituel que nous avons en Occident, parce que nous savons lire et écrire, le sens de lecture pour un texte, mais aussi pour un tableau, pour une publicité, etc., même quand on vend des espaces publicitaires dans un journal, être situé en haut à droite est toujours plus valorisant qu'être situé en bas à gauche. C'est comme ça fonctionne dans notre imaginaire comme ça. Et donc nous lisons a priori de gauche à droite, et en latin, ça le dit. Et nous sommes dans une société avec une majorité de droitiers, c'est comme ça. En latin, on le dit procedere, c'est aller de l'avant. C'est ce qui a donné le mot procession. Et progradi, progresser, ça veut dire la même chose. Ou alors recedere, c'est aller en arrière. Ça a donné le mot récession, qui est l'inverse de procession. Et regradi, régresser. Et ça, on l'utilise mais constamment. Et donc voilà, ici, tout le monde va de droite à gauche. Donc tout le monde en revient à... Alors, qui mène qui? Ben, ça, je vous laisse, hein. Vous verrez. Il faut en tout cas des bases classiques, c'est connu, il faut des bases classiques pour être soi, sans masque, et se laisser porter, tout simplement. Et donc, on revient tout le temps avec cette question, mais qui est-elle? Est-ce que c'est vraiment une sœur du Luc ou l'autre, ou un mélange des deux, etc. Non, je trouve que la question intéressante, c'est qui est-il, lui, qui a représenté ça? Lui qui dit, voilà, je me laisse piloter, ou je, ou vous, enfin n'importe qui, à qui parle cette œuvre, on revient en arrière, on revient à autre chose, on revient peut-être à quelque chose de plus humain, de plus authentiquement humain, de moins culturel. On est dévoilé, elle est déshabillée, mais elle a gardé quand même quelques atours de sa féminité et de son élégance absolument réelle, avec justement ce qu'on appelle l'accessoire, et l'accessoire ici est essentiel, le chapeau, les gants et les jarretières. Alors, je vais super vite sur le fait qu'on vous parle maintenant beaucoup de food porn en histoire de l'alimentation. C'est le fait que c'est devenu vraiment une plaie sur les réseaux sociaux, etc., de parler de nourriture hyper grasse, hyper brillante, hyper dégoulinante. Et c'est quand même une très jolie jeune femme hein, qui mange ça. C'est vraiment, mais le food porn ça existe, hein. Maintenant c'est pas pour parler de choses un peu cochonnes, mais en fait c'est une revanche, ça fait quelques années que ça existe, une revanche qui a été prise par la photo et la vidéo des contraintes et des frustrations que pendant des années on a entendu, les messieurs comme les dames, sur les injonctions pressantes de la diététique, des canons de la mode, etc., etc. Et donc il y a vraiment toute une série d'influenceurs qui se lâchent complètement en accumulant sur des photos du gras, du sucré, du salé, de l'hypercalorique, du supercoloré, donc c'est très artificiel, et c'est vraiment un espèce de mouvement de balancier dans la société qui exploite évidemment la télévision, les réseaux sociaux, l'exagération, l'imitation. Il y a un vrai danger. On voit des influenceurs publier des images comme ça absolument dégoulinantes de graisse et aux limites de l'obscène, et on a peur, les diététiciens, les éducateurs, les parents s'inquiètent que des jeunes veuillent imiter ça parce que c'est quand même de la super junk food. C'est quand même extrêmement malsain, mais ça fait partie de la libération par rapport à avoir subi trop de contraintes, trop d'injonctions et trop de modèles, quoi, voilà. Et cela dit, depuis toujours, bien sûr, depuis toujours, on a fait des créations suggestives érotiques. Voilà. Mais c'est très simple, vous avez des pommes dauphines et la gelée de groseille, des ailes de poulet et une truffe de salade. Ah bah je suis désolée, le problème est chez vous, hein, parce que... Ici, franchement, c'est un petit plat de poulet avec 2-3 pommes dauphines et un peu de salade. Voilà. Bon, si vous le souhaitez, il y a énormément, voilà, évidemment, c'est très beau catalogue, énormément de livres, ça je l'ai apporté ici, de Éric Orsenna. Il fait du Orsenna, hein, c'est-à-dire qu'il va vraiment étudier le sujet à fond. Orsenna est économiste à l'origine. Voilà, tous ces livres dont je me suis en partie inspirée. Les errances d'Ulysse, c'est une façon de raconter. C'est un livre que j'ai eu la joie de faire publier chez Academia. Vraiment, l'Iliade et l'Odyssée, mais pour un public d'Athénée. L'abattage animal, les peurs alimentaires de Madeleine Ferrière, un des livres de Pastoureau sur le cochon, et voilà, amusez-vous. Ça c'est bonjour Georges quand tu nous verras. Georges est un ami de longue date et il a mis en commentaire de cette conférence-ci sur la page Facebook du musée cette photo que Georges a prise, donc il m'a permis de la réutiliser, et sinon ça c'est une photo 100% musée, avec une délicieuse potée au large. Eh bien merci Geneviève pour cet exposé qui nous a beaucoup fait rire, qui nous a aussi éclairé sur
certaines parties qu'on connaissait peut-être moins bien du cochon. Je me permets juste de rebondir sur un des slides précédents. On se demandait, tiens, qui est-elle? Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de venir la semaine dernière, on a fait mettre en ligne un podcast en fait, qui a été réalisé par une réalisatrice sonore qui s'appelle Flora Six, un podcast sur la pornocratesse, qui est en ligne gratuitement sur une plateforme qui s'appelle SoundCloud. Donc je vous invite à aller consulter. Donc c'est une enquête. Elle a interviewé pas mal de personnes, un petit peu tout le monde dans la rue. Elle a interviewé aussi, ça peut-être plus cocasse, une travailleuse du sexe, une éleveuse de cochons, qui ont évidemment chacune leur petit avis sur pornocratesse. Et donc je vous laisserai découvrir cette enquête sonore. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette plateforme. Voilà, je vous remercie.